Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors votre film Une autre idée du monde sera donc en salle le 1er décembre prochain, un film que vous présentez d'ailleurs ce dimanche soir au Festival du film de Jérusalem à la Cinémathèque de Jérusalem. Alors, dont vous êtes l'invité d'honneur. Un film dans lequel, après votre livre Sur la route des hommes sans nom, publié chez Grasset, vous revenez sur votre parcours, un parcours qui vous a conduit à aller depuis 1971 à l'autre bout du monde pour voir toutes ces guerres ignorées ou oubliées. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé, Bernard-Henri Lévy, à réaliser ce film ? Je ne sais pas très bien. Je ne sais pas très bien. Un coup de folie ? Oui, un coup de folie, comme j'en ai eu quelques-uns. C'était l'année du Covid. Nous étions tous assignés à résidence. J'entendais partout sur les ondes cette étrange injonction: pour être solidaire, il faut rester chez soi. J'entendais parler de distanciation sociale, expression qui me faisait horreur. J'ai passé ma vie à entendre qu'il fallait au contraire se rapprocher socialement. Et je me suis dit qu'au fond, l'humanité était en train de se séparer, que le monde était en train de partir en miettes. Donc il fallait aller à la rencontre de l'humanité. Donc il fallait oui, à la rencontre de l'humanité et à la rencontre des plus déshérités des humains. Je me suis dit que ma manière d'être un homme, d'être un Français et d'être un Juif, c'était ça. Alors, justement, d'être un juif, c'était ça. Et au passage, est-ce qu'il était important pour vous de présenter ce film ce soir à Jérusalem, comme vous allez le faire ? C'est plus qu'important, c'est un honneur immense. Parce que je vais pas le présenter. Il y a un grand festival de cinéma en Israël, festival du film de Jérusalem, qui est un des festivals les plus importants du monde du cinéma aujourd'hui. Et ce film y a été sélectionné. Voilà. Donc pour moi, sélectionné par ce festival, et recevoir de surcroît une sorte de distinction, de prix d'honneur, comme on disait quand on était enfant, là, en ce moment, dans cette ville, en ce lieu, on peut pas me procurer une plus grande joie. Donc très grande joie pour l'amoureux de Jérusalem que je suis. Alors, dans ce lieu, dans ce pays, dans la capitale d'Israël, qu'est-ce que représente Jérusalem pour vous ? Qu'est-ce que représente Israël pour vous, Bernard-Henri Lévy ? Une région du monde, un pays, bien sûr, mais aussi une catégorie de lettres. Et une catégorie de lettres qui fait que moi, je me tiens debout. Pourquoi ? Parce que l'existence d'Israël, l'idée d'Israël et l'existence d'Israël font partie de mes constituants, font partie de mes... C'est un peu de mon ciel, c'est un peu de mon échelle invisible, c'est un peu de mon refuge, c'est un peu de mon sanctuaire, et c'est un peu de ce qui me fait celui que je suis. Vous savez, moi j'ai fait mon premier voyage en Israël, j'avais 19 ans, c'était en juin 1967, et depuis ce jour-là, je sais qu'Israël fait partie de mon être au monde. De vous, quoi. Et alors, d'ailleurs, je vais citer un passage de votre livre. Vous écrivez, vous rappelez que vous avez été l'un de ces sympathisants gauchistes, c'est vous qui l'écrivez, plus nombreux qu'on ne l'a dit, qui ne sombrèrent jamais dans la maladie infantile de la haine d'Israël. Parce que, quelque part, derrière la haine d'Israël, il y a l'islamo-gauchisme, et puis il y a l'antisémitisme aussi. Oui, les deux, bien sûr. Ah bah oui. Les antisémites de gauche et de droite, mais de droite aussi, contrairement à ce qu'on entend parfois, on en parlera, ont chevillé au corps la haine d'Israël. Et moi, j'aime Israël. J'aime Jérusalem, j'aime la pierre de Jérusalem, j'aime le ciel de Jérusalem, j'aime le désert autour de Jérusalem, j'aime la civilisation dans Jérusalem. Et vous aimez aussi les Israéliens, je suppose, et j'aime ceux qui habitent Jérusalem et Tel Aviv, c'est-à-dire les Israéliens réels, que j'aime infiniment. Et le Premier ministre actuel, Bennett, il est plus israélien réel que Netanyahou ? Écoute, en tout cas, moi, si j'étais israélien, et je le suis presque, il me convient mieux. Voilà, il me convient mieux.
même si je ne suis pas de ceux qui dénient à Netanyahou quelques-uns de ses quelques mérites historiques. Et il y en a. Par exemple, cette grande révolution que sont les accords Abraham. Et puis avec d'ailleurs un fait d'actualité important, c'est cet accord militaire signé entre Israël et le Maroc. Et le Maroc, ben voilà, ça c'est l'héritage Netanyahou. Et quoi qu'on pense de Netanyahou, et j'en pense plutôt pas du bien, mais ça, c'est une grande chose et c'est un bel héritage. Alors, votre film, votre livre aussi, vous êtes écrivain, philosophe, cinéaste, chroniqueur. Vous êtes aussi reporter de quelque part, depuis 1971, avec votre départ pour le Bangladesh. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu ce besoin constant d'aller vers les autres, d'aller vers ces conflits souvent oubliés? J'aime l'aventure, comme disait Montaigne, m'étrangériser. Donc ça, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est sortir de chez soi et c'est sortir de soi. M'étrangériser, c'est quelque part aussi le juif errant. C'est le juif tout court, vous savez. Le juif tout court, oui. Oui, être juif, disent tant de maîtres du Talmud, c'est lire la Torah comme si elle avait 70 visages. C'est-à-dire comme si elle avait le visage de toute l'humanité. Au fond, moi, c'est un des commandements qui m'accompagne depuis que je m'intéresse de près à la pensée juive, c'est celui-là. C'est que dans chaque verset du Talmud, dans chaque commentaire du Talmud, dans chaque verset de la Torah, dans chaque lettre de ce verset de la Torah, il y a les 70 visages de l'humanité. Il y a l'universel humain. Voilà. Et donc, il y a une invitation à aller vers les autres. Invitation. Et c'est ça le judaïsme. Alors, invitation à aller vers les autres, 44 ans après la barbarie à visage humain. Déjà 44 ans. 44 ans, et vous avez toujours envie de pousser ces cris, de mener ces combats. Oui, oui. Ça n'a pas changé. Et peut-être encore plus aujourd'hui qu'hier. Non, ni plus ni moins. Vous savez, quand ce film, là, donc, Une autre idée du monde, présenté ce soir à Jérusalem, il a commencé d'une manière très simple. Je suis à New York, je reçois un coup de téléphone bizarre, j'en reçois plein des comme ça, un appel au secours. Tout le monde a votre numéro de téléphone? Plein de gens, oui. Où je reçois un mail, des mails, beaucoup de gens ont mon adresse email, beaucoup de gens ont mon téléphone. Et je reçois un appel téléphonique d'un Nigérian chrétien qui me dit « Je veux vous voir d'urgence, il se passe des choses terribles dans mon pays, je le vois. » Et il me montre des photos et il me raconte, il me fait des récits des exactions de Boko Haram et des milices de Boko Haram qui me glacent les sangs. Et qu'est-ce que je vous dis? C'est comme en 71, quand j'entends parler des massacres par les Pakistanais et des Bangladeshis, mon sang ne fait qu'un tour, et je pars au Nigeria, et je rapporte pour Match et pour d'autres journaux américains et étrangers, ce qui va faire le début de ce film, Une autre idée du monde. Et alors justement, vous dites que vous avez été confronté à l'inhumanité absolue. On le voit dans les images de votre film, du début à la fin. Inhumanité absolue, unité du genre humain et fraternité. Est-ce que tout ça, ça va ensemble? Oui, ça va ensemble. Et puis, d'un côté, il y a ceux qui prônent ou qui se complaisent dans ou qui acceptent comme une fatalité l'inhumanité. Et puis ceux qui croient à la fraternité. Moi, je suis ce qu'on appelait dans les grands débats du 15e, 16e siècle dans la chrétienté, je suis monogéniste. Je crois que l'humanité... Expliquez ce que c'est monogéniste pour les gens qui nous écoutent. Ça veut dire que tous les hommes sont issus d'Adam. Et qu'il n'y a pas plusieurs généalogies de l'humain. Voilà. Et c'est un grand débat qu'il y a eu au moment de la conquête des Amériques, entre des pères chrétiens qui, pour certains d'entre eux, disaient mais non, l'humanité est fille de plusieurs lignées. Voilà. Pour moi, il y a une lignée d'humains, celle de nos pères. Et je suis fidèle à ça. Alors, lignée d'humain, vous êtes de la lignée des Lévi, vous écrivez « J'ai eu la chance, en effet, de naître d'un père 2 fois héroïque. Sans votre père, Bernard-Henri Lévy, sans les leçons, sans les paroles de votre père, est-ce que vous seriez le même BHL aujourd'hui ?» Non.
Hein. Non, Parlez-nous un peu de votre père. 2 fois héroïque parce que très jeune homme, presque un enfant, engagé dans les brigades internationales en Espagne. Barcelone, 42. Barcelone, 38. 38, janvier. Non, 38 et 42. Voilà. 38 Barcelone et 42 dans l'armée d'Afrique. Voilà, ensuite 42 l'armée d'Afrique, engagé volontaire dans l'armée d'Afrique, bien sûr. Héros décoré par le général Diego Brossé à Monte Cassino, au nombre des quelques-uns qui ont été à l'avant-garde de la dernière journée, de la dernière bataille de Monte Cassino. Voilà, donc un père grand, oui, et héroïque. Et vous savez, c'est une grande question, ça c'est, est-ce qu'un père très grand, est-ce que c'est trop lourd, ou est-ce qu'au contraire, ça vous aide à vous élever? Ça dépend des enfants, hein. Ça dépend des enfants. Ça dépend du père aussi. Ça dépend du père. Ça dépend surtout du père. Ça dépend de la façon dont cette grandeur se transmet ou vous paralyse. Ça dépend. Vous savez, ce sont les premières pages de la Confession d'un enfant du siècle de Musset. Le héros de la Confession d'un enfant du siècle dit « Nos pères étaient trop grands ». Et on est des petits rien du tout à côté. Voilà. Et on a été paralysés par ces pères couverts de gloire, les pères des guerres de l'Empire, qui revenaient, couverts de décorations, de bénédictions de Napoléon, des batailles lointaines. Et Musset dit, on se sent tout petit. Et il y en a d'autres qui se sentent au contraire très grands, plus grands, appelés à la grandeur en tout cas. Et moi, c'est mon cas. Moi, je me suis senti appelé à la grandeur par la grandeur de mon propre père et les quelques trucs pas trop mal que j'ai pu faire dans cet ordre-là, c'est avec, dans ma caboche, son image, son idée, et sa leçon. Parce que votre père, vous l'écrivez aussi, vous a appris des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Votre mère aussi vous a beaucoup fait aimer les livres, si je ne me trompe pas. Voilà. Et vous êtes né donc en 48 à Bénissaf, vous arrivez en 54 en France, à Neuilly-sur-Seine avec vos parents, et l'un de vos arrière-grands-parents maternels était le rabbin de Tlemcen. Ça a compté pour vous cet héritage familial, Bernard Lévy, ces origines entre guillemets algériennes? Oui, ça a dû compter, mais pas... Pas énormément? Oui, honnêtement, pas tant que ça. Autant... En tout cas, on vous le rappelle, hein. On vous le rappelle. Oui, on a raison de me le rappeler, parce que ça me constitue, et puis il y a aussi un héritage plus humble. Mes deux familles étaient des familles très pauvres en Algérie, très 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 pauvre, proche de la misère pour la famille de mon père. Donc tout ça est très important, tout ça me constitue, bien sûr. Alors vos engagements, Normal Sup 68 à 71, ensuite donc le Bangladesh 71. Vous faites partie des initiateurs du mouvement des nouveaux philosophes. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre mai 68, la nouvelle philosophie, et puis les engagements qui ont été les vôtres depuis 50 ans dont vous parlez dans votre film? Bien sûr, c'est-à-dire que, vous savez, qu'est-ce que c'est moi, le début de mon engagement, ce que vous appelez la nouvelle philosophie, c'était en finir avec l'hémiplégie politique, avec un côté avec le fait de condamner les crimes quand ils étaient d'un côté et de fermer les yeux quand ils étaient de l'autre. Voilà, c'était l'idée de se dire qu'il n'y avait pas de victimes privilégiées. Donc, victime de Staline, victime d'Hitler, victime des extrémistes de gauche, victime des extrémistes de droite, les deux victimes, les deux sortes méritent la même compassion. Ça, c'est c'est la base du fond de mon credo de jeune homme quand j'ai écrit La barbarie visage humain. Je suis fidèle à ça. Voilà, depuis 50 ans, c'est pareil. Donc, en dépit de ce que disent vos détracteurs, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Et ce que ce film a pour moi-même d'ailleurs, de caractéristiques, c'est qu'au fond, ce film, il est fait c'est mon journal de l'année 2020. C'est comment j'ai vécu pendant cette année de Covid. Avec des retours en arrière. Mais, en effet, il y a, par la force de la mémoire, par la force des choses et de la mémoire, des retours en arrière. Je suis avec le fils du commandant Massoud. Dont on va parler, oui. À la toute fin du film. Et je peux pas ne pas penser
au même endroit, la même maison, le même mois ou presque, avec le père, sauf que c'est 40 ans plus tôt. Il se trouve que j'ai les images. Donc c'est magnifique. Donc elles sont montées l'une sur l'autre. Je retourne au Bangladesh, un des pays les plus pauvres de la planète. Il y a un an. Je suis accueilli par une fanfare dans un aéroport de la province du Bangladesh qui s'appelle Jessore. Une petite fanfare avec des pancartes marquées Welcome back, vétéran Bernard-Henri Lévy. Parce que ils me considèrent comme un vétéran de leur guerre de libération, ce que je suis pas tout à fait. J'étais un observateur très engagé. Mais enfin, j'étais un observateur, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Immédiatement me remontent à la mémoire les souvenirs de 71, du jeune homme que j'ai été, conseiller d'un premier ministre bangladeshi, islam des Lumières, éclairé, démocrate et admirable. Et tout ça se collapse dans ma mémoire. Le Bernard-Henri Lévy d'aujourd'hui, le jeune Bernard-Henri Lévy d'aujourd'hui. Il est toujours en vous. Et le vieux Bernard-Henri Lévy de 1971. Eh ben, les voilà qui se confondent, presque à l'image. C'est ça que mon film raconte. Et alors, vous parlez aussi, dans votre livre, du tikkun olam. C'est important pour vous? Et c'est aussi à la base de votre engagement? Bah oui, il y a que ça qui compte. C'est-à-dire que, il y a trois, par rapport au... La belle action, la bonne action. La réparation du monde, oui, la réparation du monde. Par rapport aux injustices de ce monde, il y a trois attitudes possibles, en gros. Il y a l'attitude conservatrice absolue, on peut rien, et d'ailleurs on en a rien à faire. Il y a l'attitude révolutionnaire, c'est tellement insupportable qu'on va changer le monde, on va le faire vaciller sur ses bases, on va faire un monde nouveau. J'ai démontré, il y a 40 ans, que ça c'était le chemin de la barbarie. Puis il y a une solution entre les deux, que les Juifs ont formulé depuis des millénaires, qui s'appelle Tikkun Olam, c'est-à-dire ni conservation, ni révolution, réparation. Vous écrivez, ça, c'est ma philosophie. Et vous écrivez, le Juif en moi ne peut que se retrouver dans cette façon de ne jamais rapporter les faits sans assortir son rapport d'une bonne et belle action. Je n'ose dire une mitzvah, ce sont vos termes, dont l'ultime dessein sera la réparation du Tikkun Olam. Ouais. C'est vous qui dites. Alors, retour sur votre parcours. Oui, ça veut dire que je suis pas un journaliste comme les autres. Je suis sûrement moins bon que les grands journalistes que j'admire. Sûrement, ils ont plus de métier que moi, etc. Mais... vous dites, vous considérez comme journaliste? Quand je fais du journalisme, bon, je suis un philosophe, je suis un écrivain, je suis un essayiste. Et puis, il m'arrive de faire du reportage de guerre. Oui. De faire du reportage de guerre. Dans ces cas-là, il y a sûrement mieux que moi. Et il y a d'autant plus sûrement mieux que moi j'ai un autre objectif, toujours. Quand je fais un reportage, c'est pas seulement de raconter, c'est de faire. C'est à mon retour d'aller voir le président de tel pays, le patron le président de telle chambre dans telle autre, la chancelière telle autre, de lui rapporter et d'user de mon crédit, entre guillemets, pour obtenir quelque chose, une intervention, une opération, un geste de solidarité. Alors, votre film, donc, vous y parlez donc du Bangladesh, de la Bosnie et de Sarajevo, de l'Afghanistan, du Cambodge, on voit ces images. Donc le Nigeria, vous en avez parlé, du Rwanda, Darfour, Somalie, Libye, Kurdistan, Ukraine. Ma vie. Ou encore le Soudan. Donc des guerres asymétriques. Et vous rendez hommage d'ailleurs à Olivier Royan, qui vous avait demandé d'aller couvrir pour Paris Match et d'en ramener des images. Qu'est-ce que c'est ce mécanisme, on en a parlé un peu à l'instant, qui pousse quelqu'un, qui vous a poussé à aller auprès des plus affligés? C'est ça le Tikkun Olam, quelque part? Le Tikkun Olam, c'est de faire qu'ils soient moins affligés. Encore une fois, c'est de réparer le monde. Ce qui fait le mécanisme qui fait qu'on va vers les plus affligés, c'est l'empathie, c'est la compassion, c'est le contraire de ce que prêchent ces gens de gauche bizarres aujourd'hui en Amérique qui disent ouh là là, pas d'appropriation culturelle, il y a que les gens les Africains, les Afro-Américains. C'est le wokisme, quoi. C'est le wokisme, oui. Ouais. Bon, je crois l'inverse. Je crois qu'il faut sortir de soi. Il faut sortir de sa condition. Il faut sortir de sa situation. Il faut il faut essayer de se mettre à la place des autres. Je suis bien plus réveillé que les wokistes. Qu'est-ce que vous en pensez du wokisme, d'ailleurs? C'est un danger? Que c'est des endormis. C'est moyennement un danger. En France, c'est moins important qu'on ne le croit. Mais ça prend quand même l'importance. Or,
Woke, ça veut dire réveillé. Or, en fait, c'est des endormis. C'est-à-dire, c'est des gens dont l'idéal est de rester sous leur couette, dans leur cocon, dans leur confort, dans leur zone de confort, et de surtout pas se laisser perturber par la rumeur du reste du monde, parce que le reste du monde, c'est l'affaire du reste du monde. Alors, donc, c'est des endormis. Reste du monde, donc ces voyages, ces déplacements, ces reportages que vous avez faits. Alors, on vous voit avec le président ukrainien, Vladimir Zelensky, qui vous dit, Poutine n'a pas de regard, il vous dit, je suis fier d'avoir accompagné la révolution de Maïdan. Zelensky, un symbole aussi. Ce président... Un symbole du fait qu'il faut jamais désespérer. Regardez l'Ukraine, qui est quand même un des pays les plus où l'antisémitisme a été le plus criminel. Une terre de sang, comme dit Timothy Snyder, une terre de sang. Et ce sang, c'est bien souvent le sang des Juifs. Et justement, quand vous êtes en Ukraine, je le dis pour nos auditeurs, on voit ces images fortes dans ce film dont vous alliez parler. Vous vous souvenez de Babi Yar, ce massacre de 33 771 Juifs à Babi Yar, c'était les 29 et 30 septembre 41, il y a tout juste 80 ans. Donc un peuple ukrainien c'est pour ça que vous dites, il ne faut pas désespérer du monde. Qui est très Babi Yar. Ouais. Le président Hollande me charge de représenter la France aux cérémonies du 75e anniversaire de commémoration de Babi Yar. Donc il y a 5 ans. Oui. Il y a là le président de l'État d'Israël, président allemand, premier ministre polonais, et ainsi de suite. Et il y a, au nom de François Hollande et au nom de la France, ma pomme. Je fais un discours sans complaisance devant tout l'establishment ukrainien, devant les fils ou les petits-fils des assassins. Et je les mets en face de leurs responsabilités. Je leur tiens le discours que j'ai pu tenir il y a 40 ans aux Français, d'ailleurs, au moment du débat sur le pétainisme, à savoir d'accord Hitler, mais les collabos, mais les Français. On va en reparler, vous allez voir. Oui. Pareil aux Ukrainiens. Eh bien, qu'est-ce que je lui dis ? Il y avait là le président Poroshenko, c'était avant Zelensky, il y avait la moitié de l'Assemblée nationale. Eh bien, ce discours a été reçu. Et alors, 2019, avril 2019, ils élisent un président juif. Et voilà. Et donc, ce que je vous dis, c'est que là où on a tort de voir les choses trop en noir, c'est que ce pays-là, le pays de Babi Yar, le pays de la Shoah par balle, il est lié à un président juif. Et un vrai juif, pas un juif caché, un vrai juif, président Zelensky. Quand vous parlez avec lui, qu'est-ce qu'il vous dit de ses origines juives? Il les assume? Qu'est-ce qu'il dit? Au-delà de les assumer, il les assume, il les porte avec fierté. C'est un juif, comme dit mon ami Jean-Claude Milner, c'est un juif d'affirmation. Et c'était un clown aussi, quelque part, avant. Par ailleurs, son métier, c'est clown. Il est acteur comique. C'est une sorte de Coluche. Mais c'est un Coluche juif. Et juif et qui était élu. Alors, on va passer et qui devient président de la République ukrainienne. Et qui s'oppose à Poutine. Et qui est aujourd'hui le rempart contre Poutine. Ce Poutine qui veut tant de mal à l'Europe, qui fait tant d'efforts pour la déstabiliser, qui envoie dans le pays de son copain Loukachenko des cohortes de migrants pour d'abord pour leur faire du mal à eux et pour diviser l'Europe par ailleurs. Eh ben ce Poutine-là, le rempart contre lui aujourd'hui, c'est ce petit juif, l'héritier de ceux qui ont survécu à l'héritier des survivants de Babi Yar, élu par les petits-fils, les arrière-petits-fils ou les fils des assassins de Babi Yar. Une majorité écrasante. Voilà. Alors vous montrez aussi les images de ces femmes torturées, massacrées, violées, et aussi celles de ces tortionnaires de Boko Haram au Nigeria qui veulent nettoyer le continent de ces chrétiens. Et vous dites un État gangréné par l'islamisme. L'islamisme, c'est la nouvelle barbarie à visage inhumain. Bernard-Henri Lévy. Oui, mais ça, vous savez, j'ai été un des premiers à le dire. Moi, ça fait 30 ans. J'ai écrit un livre en 1994 qui s'appelait « La pureté dangereuse ». Donc ça fait 27 ans, où je disais que le troisième fascisme de la modernité, c'était l'islamisme. Moi, j'ai pas attendu les commentateurs télé. Et je suis pas sûr qu'on vous ait pris au sérieux à l'époque. Au sérieux, on m'a pris au sérieux. Le livre s'est vendu, il a été commenté, etc. Mais enfin, voilà. Mais en revanche, il y a des tas de gens qui veulent pas entendre. Mais moi, en tout cas, ça fait 27 ans, au moins,
Sans compter, j'avais fait quelques années plus tôt des reportages pour Le Monde en Algérie, au moment des massacres commis par les GIA en Algérie. Je suis allé au contact de la cochonnerie et j'en ai rapporté des reportages qui étaient parus dans Le Monde, à mon avis, c'est 2 ans avant, 92, où pareil, je disais, le fascisme de notre temps, c'est les amis. Moi, j'ai attendu, vous savez, j'ai attendu personne pour ça. J'ai été un des premiers à dire que c'était un danger majeur. Et alors, on voit ces images aussi de ces résistants kurdes, de ces combattants et combattantes face à Daesh et à Erdogan. Vous dites devant ces femmes kurdes, je veux surtout passer du temps avec celles qui sont en première ligne, des femmes pour qui le féminisme se livre, les armes à la main. Oui, parce que depuis le même temps, je vous dis que ça fait 30 ans que je dénonce l'islamisme, mais ça fait le même temps que je dis que il y a à l'intérieur de l'islam des gens extraordinaires. Un islam des Lumières. Des hommes et des femmes qui sont nos alliés, qui sont notre bouclier, qui défendent la démocratie et qui défendent les valeurs des Lumières, et alors, évidemment. Et ces femmes, ces petites jeunes filles, qui sont vraiment la première ligne de défense contre Daesh au Kurdistan, qui font qu'il n'y a pas, peut-être, qu'il n'y a pas eu d'autres Bataclan ou d'autres hyper-cachers. Ben, ces petites jeunes filles qui n'ont pas de vie de famille, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de mari, qui n'ont pas d'amoureux, parce qu'elles défendent la civilisation, sont musulmanes. Mais et quelque part, on les rejette. Je les admire. Ouais. Oui, on fait ce qu'on veut, mais moi, je les admire et je les aime. Alors, et je leur dis dans mon film mon admiration et mon amitié. Et alors, on vous voit aussi dans ce film avec ces Français, ceux des Français de Daesh capturés par les Kurdes. Et là, vous dites, je suis innocent. D'abord, quand on voit ces massacres de l'État islamique, comment on réagit. Et puis, vous avez rencontré aussi des enfants de Daesh en territoire kurde. Et vous leur dites, vous allez être les parents de vos parents. Et ce jour-là, vous allez devenir des hommes libres. Est-ce que, quand vous voyez ces enfants, quand vous voyez la barbarie, les enfants de la barbarie en face de vous, qu'est-ce que vous ressentez ? Ce sont des images très fortes. Oui, bah je sens un immense chagrin parce qu'en effet, être l'enfant de ça, être l'enfant des coupeurs de tête, ça doit être terrible. Et en même temps, je pense que c'est des enfants et qu'il faut les tirer de là. Et ça fait partie de mon credo profond d'homme et de juif. Je crois pas à la responsabilité. Je crois pas que la culpabilité se transmette dans le sang. Je crois pas que parce que responsabilité collective, vous voulez dire, hein. Collective, familiale, transmissible. C'est pas parce que le père a commis des crimes que le fils est criminel. Et vous leur dites, il faut les sortir de là. Et vous leur dites à ces enfants, à ces adolescents, je m'appelle Bernard-Henri Lévy, je suis juif, mais pour moi, juif, musulman, chrétien, nous sommes des frères. Est-ce que on sent que c'est important pour vous de leur dire ça? Mais vous savez, moi, c'est important pour moi partout de dire qui je suis. Sur la place Tahrir de Benghazi, sur la place Maïdan de Kiev, devant des centaines de milliers de gens, j'ai toujours dit, je suis français, je suis juif. Et je m'exprime au nom de la Révolution française et de ses valeurs, et je m'exprime aussi au nom d'une tradition qui prend son origine dans la Torah et dans ses commentaires. Je l'ai toujours dit. Autre image forte du film, c'est cette embuscade du 4 août 2020 à Tarhouna en Libye. On entend ceux qui voulaient vous tuer hurler « Pas de juifs à Tarhouna » et « Chien de juifs ». Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Quels souvenirs vous gardez en vous? Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est un piège, une embuscade tendue. Sur l'instant, je comprends pas très bien. Sur l'instant, je vois des excités qui tirent sur ma voiture et sur celle de mon co-directeur, co-réalisateur Marc Roussel, donc qui tirent sur nous à armes réelles, qui poursuivent nos voitures, qui tentent de nous bloquer. On doit passer en force. Depuis, j'ai étudié, j'ai réfléchi, je me suis renseigné. Il semble que ce soit que tout ça soit lié au réseau pro-turc. En tout cas, c'était pas hasard. Hein. C'est pas hasard. Je crois qu'il m'attendait là. Oui. Il savait le réseau d'Erdogan. Erdogan. Il savait que je passais là à cette heure-là, et ils étaient décidés
Alors peut-être pas me tuer, j'en suis sûrement, j'imagine pas, mais en tout cas me faire très peur. En quoi ils ont moyennement réussi d'ailleurs, parce que j'ai pas eu assez peur, ni pour partir dans la minute, ni surtout pour arrêter de filmer. Après, c'est-à-dire qu'on a continué de filmer, et la scène qu'on voit dans le film, où on voit tout ça, c'est nous, Marc Roussel et moi, avec mon téléphone portable, qui filmons. Donc, ils ont dû nous faire un peu peur, mais pas suffisamment pour nous empêcher de faire notre boulot. Alors, vous vous rappelez dans le film que Malraux disait, je le cite, les gens que j'aime le plus sont ceux qui font la guerre sans l'aimer. Est-ce qu'il n'y a pas trop de dirigeants aujourd'hui qui font la guerre, dirigeants du monde, qui font la guerre en l'aimant? Bien sûr, oui. Mais moi, là-dessus, je suis comme... je partage le credo de Malraux. Je trouve rien de plus... Malraux, je crois, est mort il y a 45 ans. 45 ans. À qui vous avez rendu hommage? Oui, 76, là, en novembre. Et en effet, rien ne me bouleverse plus que l'idée, l'image et le compagnonnage avec un homme qui déteste la guerre, qui est pas fait pour ça, et qui, parce que son peuple est en danger, parce que les valeurs fondamentales de la civilisation sont menacées, est contraint de la faire, cette guerre. Et de surcroît, la fait bien. Voilà. Un homme qui aime pas ça, qui l'a fait parce qu'une idée supérieure est menacée, et qui en plus gagne, ou en tout cas ne se laisse pas écraser comme une victime consentante, je trouve ça bouleversant et en tout cas méritant d'être aidé par mon pays et en tout cas par ma modeste personne. Et on s'habitue depuis 50 ans déjà à ces guerres, à ces horreurs. On peut espérer croire en l'homme après tout ça? Bien sûr, parce que vous savez, quand vous allez... quand vous rentrez d'un reportage en Somalie, à Mogadiscio, où je dois être un des premiers depuis 20 ans, je crois, à m'être aventuré. Il n'y a pas eu beaucoup de reportages à Mogadiscio. Vous rentrez avec deux idées fixes et simples. Première idée, l'homme est capable de faire à l'homme des choses atroces. Et puis deuxième idée, il y a des femmes et des hommes qui résistent. Des justes. Qui tiennent bon. Des justes. Et qui restent dignes sous l'offense. Donc il y a les deux. Qui ne deviennent pas des assassins à leur tour. Qui préservent la flamme de l'humain en eux. Et ça fait que oui, on peut et on doit continuer à croire en l'homme. Alors vous parliez au début de l'émission du fils du commandant Massoud, qui a repris le flambeau de son père, assassiné par les talibans le 9 septembre 2001. Et on vous entend lui dire, dans ce film, quand vous luttez pour votre liberté, vous luttez pour notre liberté. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis, Bernard Lévy, depuis la réalisation de ce film? Les talibans ont pris le pouvoir à Kaboul. C'est quoi? C'est un échec de l'Occident? C'est un Munich américain, oui. C'est un plan Trump exécuté par Biden. Et c'est un... Munich, d'habitude, c'était l'Europe. Là, c'est l'Amérique. Il n'y avait aucune raison de laisser le pays aux talibans. Vous savez, comme je l'ai dit dans le film et ailleurs, l'Amérique avait moins de soldats en Afghanistan qu'au Japon, qu'en Australie, qu'en Allemagne, que dans plein de pays. Mais quand même beaucoup de morts. Ce qui a été le déclic. Pas ces dernières années, puisque depuis 6 ans ou 7 ans, les Américains n'étaient plus en mission de combat. Non, il y a eu un accord avec les talibans, un accord de pleutre, un accord munichois, un accord pour acheter la paix et un accord de dupes avec les talibans qui sont des terroristes, qui sont Al-Qaïda et qui préparent peut-être déjà, ce qu'à Dieu ne plaise, touchons du bois, mais des attentats contre des grandes villes occidentales. Alors, on vous voit aussi dire à ces femmes somaliennes dans le film, nous sommes là pour témoigner. Le témoignage, et au-delà du témoignage, la transmission, Bernard Lévy, c'est essentiel. La transmission. Les deux, oui, le témoignage d'abord et ensuite transmettre. Moi, je fais un film. Pourquoi je fais du cinéma? C'est ce que me demandent des enfants dans une classe française où on voit ça aussi dans le film. Pourquoi je fais du cinéma au lieu de me contenter de faire des essais académiques? Je pourrais faire ça aussi. Je sais faire ça. Je sais faire des essais académiques. J'ai été un bon normalien, bon agrégé. J'ai pris le chemin inverse. Je fais des films. Parce que des films, ça transmet à des millions de personnes. Voilà. Alors, la transmission,
qui en tout cas, Bernard-Henri Lévy, au cœur des valeurs juives. Est-ce que c'est cela, Bernard-Henri Lévy, qui vous a fait dénoncer, à propos de Zemmour, le détournement de son nom juif? C'est pas la transmission, c'est c'est pas le détournement non plus. Je pense que Zemmour fait un grand tort à la France et fait un grand tort au peuple juif, bien sûr. Parce que, pourquoi je vous parlais de transmission? Parce que Zemmour, il mène une campagne donc autour, on le sait, des thèmes racistes anti-musulmans, autour de la théorie du grand remplacement, autour de la réhabilitation de Pétain, sauveur des Juifs français, de la remise en cause du discours du Vélier de Chirac, de l'innocence du capitaine Dreyfus, de ses insultes à la mémoire des Harriet, Gabriel, Jonathan Sandler et Mireille Monsonego, coupables d'avoir été enterrés en Israël, ou encore des victimes du Bataclan. C'est ça aussi le détournement du nom juif. Oui, c'est détourné, mais c'est même pire que ça. C'est un coup de main aux antisémites incroyable. Caution, alibi. Mais plus que ça. Mettez-vous, si c'est possible, une seconde dans la peau d'un vieil antisémite à l'ancienne. Il voit un juif, porteur d'un nom juif, qui n'a jamais fait mystère de sa judaïté, et Éric Zemmour, et qui dit exactement ce que lui, l'antisémite, et ses grands-parents et ses parents disent depuis très longtemps. Ou ce que l'antisémite n'ose plus dire. Et ce que Marine Le Pen ne dit pas. Bien sûr. C'est-à-dire que l'innocence de Dreyfus, faudrait voir. C'est-à-dire que Vichy a sauvé les Juifs et que les Juifs d'aujourd'hui sont suspects de double allégeance et que quand ils vont se faire enterrer à Jérusalem, et quand leur famille, ça veut dire qu'ils sont de mauvais Français. Mais attendez, qu'est-ce que dit d'autre l'antisémite de base? Donc, c'est un renfort apporté. Un faire-valoir. C'est un renfort. Vous savez, moi, ça fait 40 ans, 50 ans que je défends bien sûr la France, ça va sans dire, mais je défends aussi j'essaye à ma modeste mesure, je pense que les Juifs sont en danger, que l'antisémitisme est en progrès et qu'il faut protéger les Juifs, voilà, et qu'il faut protéger les Juifs contre les salopards, contre les canailles, contre ceux qui viennent dire si vous aimez trop Jérusalem, c'est que vous n'aimez pas la France. J'avais 40 ans que je lutte contre ça. Et alors vous dites tout ça tente d'être balayé par un candidat à la présidentielle. Donc et quand vous dites les salopards, les canailles, il en fait partie, Zemmour, de ces salopards, de ces canailles? Puisque vous utilisez ces termes, ces mots. Pour moi, en tout cas, il leur tend une perche. Il est pour eux une divine surprise. Regardez d'ailleurs la première réaction de Jean-Marie Le Pen, avant de revenir mais oui, parce que Jean-Marie Le Pen, pour lui, l'antisémitisme est une seconde nature. Donc, d'abord, la divine surprise de voir un juif valider ses préjugés à lui, Le Pen, les plus obscènes. Puis ensuite, deuxième temps, c'est quand même un juif, donc évidemment, il ne va pas faire campagne. Quand Grand Corsia a dit, Éric Zemmour, antisémite certainement, raciste évidemment. Il a raison, Chaim Corsia, Bernard-Henri Lévy. Moi, je pense en tout cas que Zemmour fait un tort immense aux Juifs de France. Je vous donne un autre exemple. Moi, il y a une chose qui est... Il répète ça en boucle, vous savez, cette fameuse phrase de Clermont-Tonnerre à la Révolution française, tout donner aux Juifs en tant qu'individus, rien leur donner en tant que nation. Oui. Moi, ça fait pareil. Depuis que je suis jeune homme, je pense que on peut être un vrai républicain, un grand Français, et on peut aussi être profondément juif. On a le droit d'être les deux à la fois. Et c'est pas de la double allégeance. Et c'est pas de la double allégeance. Et les jeunes juifs d'aujourd'hui, les juifs de l'âge de nos enfants et de nos petits-enfants, c'est ça qu'ils font. Moi, je les vois. Ils sont versés dans l'étude juive. Ils retournent au credo de leurs pères, au pluriel. Et puis, ils sont aussi, et à plus forte raison peut-être, des grands républicains. Alors, c'est cette belle mécanique-là que cette candidature Zemmour essaye de casser avec cette fameuse histoire de tout comme individu, rien comme nation. Et alors, justement, vous parlez des juifs, des jeunes juifs. Qu'est-ce que ça dit aussi, ces juifs qui soutiennent Zemmour, parce qu'il y en a, ou plutôt, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces juifs qui soutiennent Zemmour? Ce que je viens de vous dire. D'abord, mais qu'est-ce que ça dit je veux pas croire
qu'ils soient davantage qu'une minorité. 2, je veux leur dire que pour ceux qui sont vraiment dans ce cas-là, j'aimerais leur ouvrir les yeux. Ils n'auraient compris à leur histoire, à l'histoire en général. Ils n'ont pas de mémoire. Aux valeurs juives. Au rôle que ce polémiste est en train de jouer. Est-ce qu'il n'est pas en train d'inoculer un poison dans la société française, dans le débat politique, il est en train, en tout cas, de dire aux jeunes juifs d'aujourd'hui qui font aujourd'hui ce que j'ai fait moi en 79 quand j'ai écrit le Testament de Dieu, ce qu'a fait Béni Lévy, etc. C'est-à-dire rester fidèle à la culture française, mais être fidèle à la culture juive. Il est en train de leur dire c'est pas possible, choisissez. Il est en train de leur dire ça. Et ça, je pense que c'est une saloperie. Alors une saloperie, et il a dit des saloperies, d'autres saloperies Zemmour. Par exemple, il vous a accusé de faire dans le même registre que la presse antisémite d'avant-guerre, quand vous aviez écrit ce papier sur lui, mais aussi d'être un traître à la France, de vous être engagé contre la France, d'être le plus grand fabricant d'antisémitisme au monde, et de dénoncer, culpabiliser les Français depuis 40 ans. Écoutez, moi, contrairement à lui, depuis 40 ans, je lutte contre l'antisémitisme, je défends Israël, je démontre, hélas, la connexion entre la haine d'Israël et la haine des Juifs. Moi, ça fait partie de mon programme permanent depuis 40 ans. Parce que ces mots qu'il utilise contre vous, c'est des mots qu'on a souvent entendus dans la bouche. Et c'est des mots terribles. D'antisémites. Dire dans une grande chaîne de télévision qu'un homme est un traître. Ouais, vous. Moi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on lui met une cible sur la tête. Qu'est-ce qu'on fait des traîtres? C'est terrible. Donc je veux même pas m'étendre là-dessus. Et il l'a dit avec une insistance terrible et à mon avis ridicule. Donc, mais vous savez, ce que je pense au fond, c'est que cette sinistre plaisanterie et ce cauchemar, on est en train de s'en réveiller. Ça va pas durer. On verra. 2-3 dernières questions, peu de temps, mais des questions importantes. Zemmour qui fait campagne contre l'immigration autour de la théorie du grand remplacement, et c'est aussi suivi par une partie des dirigeants de LR, notamment Eric Ciotti. Pendant ce temps, bien, la plus terrible tragédie migratoire a eu lieu mercredi dans la Manche, donc plus terrible tragédie dans la Manche, avec ces dizaines de migrants noyés pour avoir voulu rejoindre la Grande-Bretagne, quelque part leur terre promise. En quoi l'immigration est-elle un problème? Et surtout, ce thème de l'immigration peut-il continuer à être un chiffon rouge, à être agité comme un chiffon rouge par certains politiques pour engranger des voix? Il est agité comme un chiffon rouge. Et c'est dégueulasse pour les migrants. Parce que parmi eux d'ailleurs, vous parlez des Kurdes, il y a des Kurdes. Parmi eux, il y a des et d'autres, mais c'est pas le problème. Parmi eux, il y a des hommes et des femmes qui se sont battus pour nous, qui se sont battus à notre place, qui ont fait rempart contre Daesh, qui ont fait le coup de feu contre Daesh, pendant que nous, on comptait les points. Et donc, c'est en plus une trahison en rase campagne de nos meilleurs alliés. Parmi eux, vous savez, c'est ce que disait un jour le professeur Raoult. Le professeur Raoult disait, il n'y aurait pas de recherche française au début de la crise du Covid. Sans les migrants. Il n'y aurait pas de recherche, ou il y aurait beaucoup moins de recherche française. Parce que le vaccin Pfizer, il a été découvert par des Turcs. En Allemagne. Oui, et parce que la recherche fondamentale en France, elle a très souvent en son cœur des femmes et des hommes qui sont de la deuxième, première. Mais l'immigration, parce qu'il reste 2 minutes, l'immigration, ça peut continuer à être un thème au centre de la campagne présidentielle ou pas? Il faut tout faire pour que ça ne le soit pas. Alors, deux dernières questions. Dans ce contexte, l'entrée de Joséphine Baker, c'est mardi au Panthéon, c'est un symbole salutaire, Bernard Lévy. Je cite ce qu'elle disait en 57 devant la LICA. Quand je suis arrivé à Paris, j'étais heureuse de sentir dans la rue que je pouvais demander un taxi sans la crainte qu'il refuse de me prendre. J'étais heureuse de penser que si j'avais faim, je pouvais m'arrêter dans n'importe quel restaurant. Est-ce que la France, c'est toujours ce que décrivait Joséphine Baker, la France d'aujourd'hui, ce que décrivait Joséphine Baker en 1957? La France, c'est les deux. La France, c'est les anti-Dreyfusards salauds et les Dreyfusards vertueux. La France, c'est les vichistes et c'est les gaullistes. La France, c'est les gens qui font le chiffon rouge contre l'immigration. Et c'est la France de Macron qui décide de faire entrer Joséphine Baker au Panthéon. Et c'est un symbole magnifique. Et il a bien eu raison de le faire. Et elle y a sa place.
Merci en tout cas Bernard Olivier. Alors avant de conclure, je rappelle que votre film Une autre idée du monde sera en salle dès le 1er décembre et puis à Paris et que vous le présentez ce soir même, ce dimanche soir, à la Cinémathèque de Jérusalem dans le cadre du Festival du film de Jérusalem. Merci d'avoir accepté en tout cas de participer à cette émission. Bonne fin de journée sur Radio J et à vous donc Bernard Olivier à Jérusalem et à dimanche prochain. Merci. Merci.